Le débat de France 24, merci d'être là. Il est consacré aujourd'hui à cette guerre israélo-américaine contre l'Iran. 3 jours après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien, la liste des pays impliqués s'allonge encore. Les informations nous parviennent d'un peu partout. Quid donc de l'embrasement régional? Tout à l'heure, Donald Trump a annoncé qu'il n'excluait pas une intervention militaire au sol. Alors, que veut le président des États-Unis en Iran? On va en parler avec mes invités, je vous les présente. Le général Jean-Marc Vigilant est là, bonjour. Bonjour. Ancien directeur de l'école de guerre, ancien pilote de chasse, président d'Eurodéfense. Face à vous, Benjamin Haute Couverture, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes maître de recherche à la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes notamment un spécialiste des questions nucléaires, civiles et militaires. Bonjour Ina Bassiste. Bonsoir. Rédactrice pour Al Monitor, correspondante pour la radio israélienne Cannes. Je salue également Azadeh Kian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de sociologie à l'université Paris-Cité. Les présentations sont faites. Merci à vous quatre d'être là. Avant de tous vous donner la parole, on va prendre le pouls sur le terrain. En Iran, où les frappes israéliennes se poursuivent, les faits, les images, c'est avec Noémie Roche. Toute la nuit, le bruit des sirènes a retenti dans la capitale iranienne, où l'armée israélienne dit mener des frappes à grande échelle ce lundi. L'objectif de Tsahal, continuer d'éliminer des cadres du régime iranien et détruire les infrastructures qu'ils utilisent. Des frappes menées en coopération avec l'armée des États-Unis, qui a publié cette vidéo montrant, selon elle, des bombardements contre des installations militaires iraniennes. De son côté, le président des États-Unis s'est adressé à l'armée idéologique du régime. J'exhorte une fois de plus les gardiens de la révolution, la police militaire iranienne, à déposer les armes et à recevoir une immunité totale ou faire face à une mort certaine. Réponse du chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien: nous ne négocierons pas avec les États-Unis. Alors que Donald Trump dit envisager une opération de plusieurs semaines, Téhéran a lancé lundi un barrage de missiles contre les villes israéliennes de Tel Aviv et de Haïfa, mais aussi contre Jérusalem-Est, territoire palestinien occupé. L'ambassadeur iranien auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique a également déclaré que les États-Unis et Israël avaient attaqué les installations nucléaires iraniennes de Natanz. Le chef de l'AIEA affirme pour l'heure n'avoir pas d'indication que des installations nucléaires iraniennes aient été touchées ou endommagées. Mais Raphaël Grossi se dit très inquiet par la situation au Moyen-Orient. Bahreïn, l'Irak, le Koweït, Oman, le Qatar et l'Arabie Saoudite ont également été attaqués. Tous ces pays utilisent des applications nucléaires d'une manière ou d'une autre. Nous appelons donc à la plus grande retenue dans toutes les opérations militaires. Du côté du bilan humain, plusieurs centaines de personnes sont mortes en Iran depuis le début des frappes israélo-américaines, selon le Croissant Rouge iranien. Et l'autre information de la journée, c'est cette prise de parole de Donald Trump tout à l'heure à la Maison-Blanche. On va l'écouter sur France 24. En avance sur nos prévisions. Mais quel que soit le délai, ce n'est pas grave. Au départ, nous avions prévu 4 à 5 semaines. Mais nous avons les capacités nécessaires pour aller bien au-delà. Nous le ferons. Quoi qu'on ait pu dire aujourd'hui, oh, si le président veut agir très rapidement après cela, il va s'ennuyer. Je ne m'ennuie pas. Il n'y a rien d'ennuyeux dans tout cela. Général, bien malin, celui ou celle qui peut dire combien de temps ça va durer? On sait quand une guerre commence, on ne sait jamais quand elle se termine. Et je dirais que les généraux américains qui sont aujourd'hui en responsabilité ont tous l'expérience de la guerre en Irak et de la guerre en Afghanistan. Donc ils sont partis pour des guerres rapides et ils y sont retournés 15 ans après pour gérer les conséquences de guerres qui avaient été déclenchées au début du XXIe siècle. Faire planer une menace sur le long terme, c'est une manière de faire plier le régime? Disons, le président américain, il a quand même mis sur la table une sorte de cadre, parce qu'il a dit, on a entendu, pas maintenant, mais dans la locution précédente, qu'il y aura un cadre de plus ou moins 4 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il espère qu'au bout de 4 semaines, c'est les Iraniens, le peuple qui va reprendre le relais pour faire tomber le régime? Ce n'est pas très clair.
Il ne l'a pas mentionné comme ça. Il n'a pas mentionné comme ça, donc on ne sait pas exactement ce qui devrait passer au bout de 4 semaines. Et on connaît aussi les échéances qu'il a l'habitude de présenter comme ça. On se souvient très bien les 2 semaines et les 48 heures les ultimatums à propos de l'Ukraine. Et finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Et donc, je ne sais pas jusqu'à quel point il faut prendre sérieusement cette limite de 4 semaines. Et on voit justement que les Israéliens se méfient. Et on a bien vu aujourd'hui que Tzahal intensifie le nombre des attaques qu'il mène. Il élargit aussi les types en fait, des cibles. Et pourquoi? Justement à cause de ça. Parce qu'on ne sait jamais. Il y aura un moment où le président américain va dire « Stop, ici j'arrête ». Le tableau est parfait. On a tué Ali Khamenei. On a fait beaucoup de choses. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Les Israéliens, ils veulent utiliser ces temps. Justement, on ne sait pas quand ça va se terminer, de la façon la plus efficace possible, d'où ce rythme extrêmement accéléré des attaques israéliennes aujourd'hui. Et on évoquera bien sûr la suite potentielle pour l'Iran sur cet ultimatum de 4 à 5 semaines. Ça peut marcher ? Non, moi ce que je veux dire juste sur ce plan-là, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'une intervention humanitaire, c'est une intervention à vocation stratégique uniquement, voire tactique, opératoire. Quand l'état-major dira aux présidents américains qui sont arrivés à engager un certain nombre de cibles suffisantes par rapport à leurs objectifs, le président américain probablement sortira de cette affaire pour ne pas s'y embourber. Donc de toute façon, Donald Trump, qui est un homme pressé, qui a peur d'un scénario afghan, irakien, que sais-je, n'ira probablement pas très très loin. D'où l'importance effectivement des premières semaines et de l'intensification des frappes aujourd'hui, raison pour laquelle peut-être aussi on vient d'entendre qu'il n'était pas sur le principe totalement contre l'envoi de troupes sur le sol pour effectivement essayer de faire flancher le régime. Le régime iranien aurait tout à perdre après un affrontement de 4 à 5 semaines face aux Américains, face aux Israéliens dont on connaît les capacités militaires ? Écoutez, pour l'instant, ils se cramponnent au pouvoir. Pour l'instant, ils ont visiblement un nombre suffisant de missiles balistiques, de drones qu'ils fabriquent eux-mêmes. Et donc, je pense qu'ils vont essayer de tenir encore quelques semaines. Il y a un stock de missiles qui aurait été détruit par les Américains et les Israéliens. Oui, on n'a pas de confirmation pour le moment. On n'a pas de confirmation d'une part, et d'autre part, on voit qu'ils lancent aussi beaucoup de drones qu'ils fabriquent eux-mêmes. En tout cas, on ne voit pas pour l'instant des signes de défection au sein des gardiens de la Révolution, ni même l'armée régulière, d'une part. Et puis, d'autre part, on voit que le président Trump, aujourd'hui, n'a même pas parlé de la population. Il n'a pas parlé de la démocratie. Il a dit, c'est pas mon problème, la démocratie en Iran. C'est Pete Hegseth qui l'a dit, ce n'est pas un exercice de construction de démocratie. Absolument, de démocratie. Donc, au moins, c'est assumé. Au moins, c'est assumé, mais en fait, c'est très différent de ses propos, de son discours du début. D'une part, d'autre part, comment voulez-vous que les Iraniens, c'est-à-dire la population, les mains vides, sortent sous les bombes, parce que les gens actuellement sont, il ne faut pas oublier, sous les bombes dans de nombreuses villes iraniennes. On n'a aucune nouvelle de nos familles, de nos amis, parce que Internet est coupé aussi, de sortir dans la rue et afin de vouloir renverser le régime. Donc, c'est absolument inenvisageable, en tout cas avant quelques semaines. Le jour où le régime est suffisamment, je dirais, affaibli militairement, peut-être qu'on verra quelques défections. C'est ça la clé. Et c'est ça la clé. Mais pour l'instant, aucune défection, si ce n'est que, moi j'ai entendu parler de 2 généraux qui seraient partis de l'Iran, mais ça, c'est pas suffisant, bien évidemment. C'est quand même l'une des informations, pardonnez-moi, de la journée, cette annonce de Donald Trump qui n'exclut pas l'intervention militaire au sol. Risqué quand même comme option. En fait, bien évidemment très risqué, et je n'y crois pas beaucoup. En revanche, sa volonté, c'est de mettre la pression sur l'Iran. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont dans une course contre la montre. Dès le début des opérations, le Pentagone a prévenu le président qu'ils avaient un défi qui était la gestion de leur stock de munitions. Parce que les Américains ne veulent pas descendre en dessous d'un certain stock, parce que leur adversaire principal, leur compétiteur stratégique, c'est la Chine. Et donc, ils veulent rester préparés pour une éventuelle confrontation majeure contre la Chine. Et ils l'ont déjà exprimé il y a plusieurs mois, le fait qu'ils n'avaient déjà pas assez de munitions en stock pour faire face
à un conflit de cette ampleur. Donc rentrer dans des opérations militaires finalement d'assez grande ampleur contre l'Iran, c'est un risque, pas seulement pour l'armée américaine, mais pour ses opérations futures. Et donc leur volonté, c'est d'aller le plus vite possible, d'où le tempo opérationnel qu'ils tentent d'imposer à leur adversaire sur le théâtre. La gestion des stocks est au cœur de tout ça. Justement, qui impose le tempo dans cette guerre? C'est Israël? C'est les Américains? C'est en concertation? Je crois que c'est en concertation et c'est surtout la chance que ça a marché à tuer Ali Khamenei du premier coup. Bon, on imagine Ça, que c'est une extraordinaire. opération pensée depuis des mois, peut-être même des Oui, années. justement. Donc l'idée était vraiment d'attendre qu'il y aura cette occasion au nord, si je peux utiliser ce terme. C'est comme ça qu'on explique le timing. Voilà, c'est comme ça qu'on explique le timing. Mais il fallait quand même que ça marche. Il n'y avait pas de garantie. Et donc là, ça a marché. Donc ça ouvre justement des possibilités. Imaginez un autre scénario où il y a la frappe, mais il survit. En ce cas, il faut faire beaucoup plus des opérations, aller chercher d'autres leaders. Ça complique tout le rythme de cette opération. Là, ça a marché du premier coup. Et les Israéliens, les Américains peuvent aller maintenant chercher les autres leaders, les grades au-dessous, les remplaçants de l'emplaçant, etc., etc. On parlait de ce timing. Est-ce que ce n'était pas aussi, pour Donald Trump, une façon de ne pas perdre la face? Il avait mobilisé des moyens très importants dans le golfe d'Arabie, dans le golfe Persique, et les Iraniens n'avaient pas cédé à ses exigences. Oui, alors ça, oui, c'est effectivement, il y avait une accumulation de forces dans la région. Il ne pouvait pas rester les bras croisés? Non, je ne pense pas que je pense pas que ça a été absolument déterminant. Une option se préparait, qui était une option militaire. Pendant que des négociations reprenaient, il se trouve que la teneur de ces négociations, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, a déçu le président. Il en a été déçu sur le plan nucléaire, sur le plan balistique, très certainement. Or, encore une fois, c'est un homme impatient. Et donc, il est possible qu'il ait finalement choisi une option, mais encore fallait-il que cette option soit crédible. Or, il fallait pour cela concentrer des troupes. Que les concentrations de troupes aient déterminé à 100% l'issue de sa décision, non, c'est pas évident. Allez-y. Moi, je pense que d'abord, c'est Israël, à mon avis, qui a la manœuvre et qui a la volonté de lancer cette opération, parce que c'est une menace existentielle pour Israël, la posture iranienne. Les Américains ont résisté tant qu'ils ont pu. Je crois que le président Trump aurait souhaité s'engager dès le mois d'octobre, pour des raisons de politique intérieure, enfin pour apporter un soutien politique à Benjamin Netanyahou. Et finalement, la concentration de force n'était pas terminée. Donc il n'a pas pu prendre cette décision à ce moment-là, et ça aurait permis de mieux bénéficier de la rébellion en cours dans le pays. Maintenant, le rythme, enfin le choix du président de s'engager maintenant, bien sûr, la concentration de force, les négociations qui n'aboutissent pas, mais je ne peux m'empêcher de faire aussi un lien entre politique étrangère américaine et politique intérieure. Et voilà, il était quand même en difficulté en politique intérieure il y a encore quelques semaines. Et on est à 8 mois des midterms désormais. On est à 8 mois des midterms, difficultés économiques, les Epstein Files, etc. Et donc il y a voilà, il y a sans doute, il y a potentiellement quelque chose ce sont des éléments qui ont pu l'amener à prendre cette décision. C'est quand même l'une des grandes questions. Que veut Donald Trump en Iran? Un changement de régime, une économie qui lui soit plus favorable? Comment vous voyez les choses? Écoutez, posez-lui la question, parce que personne ne comprend rien, parce qu'au début, il a dit, il allait plutôt dans le même sens, plus ou moins, que Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire changement de régime, en disant les peuples iraniens doivent sortir et renverser le régime, etc. On va les affaiblir et après, il revient aux Iraniens de le faire. Maintenant, hier, il voulait négocier avec Ali Larijani, qui a remplacé les pouvoirs du guide, comme vous le savez. Le guide était déjà Khamenei, certes, était déjà âgé, était très malade. Il faut rappeler qu'avant les frappes, il avait déjà choisi son remplaçant, Ali Larijani, en termes de pouvoir politique, orientation économico-politique du pays. Et donc, il y a effectivement... ça n'a pas complètement désorienté non plus le système islamique en Iran. Aujourd'hui, après Larijani a dit non, je ne vais pas négocier avec vous. Et donc, du coup, il a davantage bombardé. Il n'y a pas, je ne comprends pas la stratégie de Trump, parce qu'il est en train aussi de tuer énormément de civils iraniens. Quand Trump et Netanyahou, quand ils visent
une école, on oublie 140 petites filles ont été tuées dès le premier jour aussi. Il n'y a pas que Khamenei. Le dernier chiffre qui nous est parvenu, c'est 555 morts depuis samedi. Maintenant, ça a été revu à la hausse. Pourquoi ? Parce que il a aussi attaqué plusieurs hôpitaux, dont 2 grands hôpitaux à Téhéran et aussi beaucoup d'autres en province, dans les villes de province, etc. Donc, en fait, on voit une fois de plus les civils qui se font tuer, qui n'ont rien demandé non plus. Quelle est la stratégie ? Quel est le but ? Je voudrais aussi vous rappeler que on est face à désormais une guerre régionale. D'ailleurs, même si le Hezbollah est déjà entré en guerre, la Russie de Yémen ne l'ont pas encore fait, mais rien n'est moins sûr. Et la Russie, écoutez, c'est tout près de l'Arabie Saoudite aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faut à un moment que quelqu'un, et ce quelqu'un, ça peut être l'Europe, intervienne pour faire cesser. Mais je ne le vois pas, mais bon, c'est dans mes rêves. Benjamin de Couverture. Rappelons également, pour compléter ce que vient de dire Azadeh, qu'on peut se poser la question d'une part de savoir si Donald Trump est véritablement un démocrate. Et par conséquent, est-ce qu'il a envie de protéger ou de faire venir une démocratie en Iran ? C'est pas sûr. On va dire qu'il a quelques accents autoritaires. Et en tout cas, il y a une certitude, c'est que c'est certainement pas un néoconservateur. Et que donc, de ce point de vue-là, l'imposition par la force d'un régime démocratique libéral ne lui appartient pas. Ce n'est pas un idéologue, c'est un opportuniste. Et donc, je ne crois pas du tout au facteur démocratique dans le lancement de cette opération. De toute façon, sans intervention au sol, un changement de régime, ça paraît utopique. De toute façon, Trump ne dit qu'il n'y va même pas pour ça. Disons, de toute façon, moi je crois que c'est une bonne chose qu'il n'y a plus Ali Khamenei. Et je crois que la plupart des Iraniens, la plupart des gens dans le monde libre 37 ans passés au pouvoir. Ça. C'est vrai que c'est intéressant. Ici à Paris, ni le président, ni le ministre des Affaires étrangères, on comprend même peut-être leur objection. Il n'y avait pas une résolution de l'ONU et tout ça. Ils ne sont pas d'accord avec la guerre. Il aurait pu quand même dire, mais c'est très bien, il n'y a plus Khamenei dans ce monde. Cette personne qui est responsable de la mort de 30 ou 40 000 personnes. Est-ce que c'est lui ou c'est tout un régime ? Mais c'est d'abord lui. C'est un symbole extrêmement fort de la cruauté de ce régime. Mais Ali Khamenei parti, est-ce que le régime va changer de nature ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. On va voir ce qui va se passer. Et donc, d'abord, ça, je pense, c'est une bonne chose. Et ce n'est pas très important pour cela quelles étaient les intentions ou les motivations des présidents américains. C'est fait. Ça, c'est déjà quelque chose. Oh, pardon, maintenant, c'est très possible. Moi, je n'accepte pas ce raisonnement parce que si l'objectif était de tuer Khamenei, ils auraient pu le faire parce que Israël, le Mossad, par exemple, n'arrête pas de se vanter en disant on a des agents partout, etc. Ils auraient pu, à ce moment-là, les Israéliens, ils ont proposé ça pendant la guerre de 12 jours. On se souvient très bien. Les Israéliens, ils ont proposé ça au président américain. Il n'a pas accepté. Donc, heureusement qu'il a accepté maintenant, qu'il n'a pas bloqué ça une deuxième fois. Il y avait encore cette opportunité extraordinaire. Il faut l'avouer. Quand on pense que c'est exactement le même scénario qu'on a vu avec Hassan Nasrallah, pareil. Qui a fait cette stupidité pour lui. L'ancien chef du Hezbollah, on le rappelle. Voilà, avec tout son... Réunion de haut gradé. Toute son équipe. Et là, que Ali Khamenei va répéter cette erreur, c'est pas du tout évident. Et donc là, heureusement qu'au moins maintenant, les Américains, ils ont accepté ce que les Israéliens ont déjà proposé. C'est vrai, dans le passé, il y avait ce résultat. Azadeh Kian. Écoutez, d'une part, il est entré en négociation, ne l'oublions pas, avec les Iraniens sur la question du nucléaire et de missiles balistiques. Et à cette époque-là, Khamenei était... Lui, il voulait que ce soit le nucléaire et le balistique, les Iraniens que le balistique. Voilà. Le contraire. Que le nucléaire. Mais à cette époque-là, Khamenei était là. Et je veux dire que pourquoi, si le but était d'éliminer Khamenei, pourquoi il a commencé des négociations alors qu'il était là, premièrement. Ensuite, je suis d'accord pour dire que les Iraniens ont fait une erreur grave, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire qu'une armada américaine dans la région. Et donc, ils ont insisté sur l'enrichir l'uranium, même à 2%, 3%, 4%. Non, il fallait dire, OK, zéro
enrichissement d'uranium et à partir de là, essayer de parvenir à un accord Vous dites avec qu'ils Trump. n'ont pas pris assez au sérieux la menace américaine ? Ils n'ont pas pris assez au sérieux la menace américaine. Et donc, ils ont aussi leur responsabilité. La responsabilité des dirigeants iraniens n'est pas seulement dans la répression féroce des opposants, c'est-à-dire de la population innocente dans la rue. En janvier, n'oublions pas, plusieurs milliers d'Iraniens tués, 50 000 emprisonnés à l'heure actuelle, sous les bombes aussi. Mais tout ça, juste pour éliminer Khamenei, c'est inadmissible. Ils auraient pu éliminer Khamenei à travers d'autres opérations, comme ils ont l'habitude de faire avec, par exemple, des savants nucléaires iraniens. Donc pourquoi détruire ce pays? Et en quoi est-ce que l'Iran d'aujourd'hui est plus sûr pour Israël et les États-Unis que quand Khamenei était là? Moi, je ne vois pas beaucoup de différence, au contraire. Vous voyez réagir. Oui, juste un instant pour tempérer un petit peu les enthousiasmes, en tout cas, disons, occidentaux, s'agissant de la mort du guide suprême. Je pense qu'il ne fait pas beaucoup pleurer dans nos chaumières, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que, ou il y a un truc qui est sûr, qui n'est pas tout à fait sûr, mais c'est que cette décapitation n'est probablement pas décisive. Donc on peut s'en féliciter, mais immédiatement, on nous parle d'un triumvirat qui va se mettre en branle avec une procédure de passation de pouvoir, etc. etc. Moi, je ne vois pas, en tout cas, je ne suis pas sûr et je suis assez dubitatif sur la nécessité absolue de cet objectif stratégique. Bon. Oui, effectivement, la décapitation du régime, c'est une bonne nouvelle parce que voilà, c'était un dictateur sanguinaire. Pour autant, ça ne garantit pas de la mise en place d'une solution politique pour que le pays fonctionne. Et on l'a bien vu en Irak, où le régime a été décapité. Et derrière, ça a été le chaos. Parce que le pays est toujours tenu aujourd'hui par les gardiens de la Révolution. En tout cas, parce qu'il n'y a pas une alternative crédible qui a été construite. Aujourd'hui, la population, on lui dit révoltez-vous. Ils vont se révolter avec des stylos et des fourches contre une armée. Si l'armée régulière iranienne ne bascule pas dans le camp de l'opposition, mais je pense qu'il n'y a aucune chance que le régime tombe. Et donc, je ne vois pas quels sont les éléments qui pourront amener à cette situation-là dans le court terme. Avec quand même un grand perdant, c'est le peuple iranien. Absolument, comme toujours, dans toutes les guerres, ce sont la population civile, en particulier, j'insiste, les enfants et les femmes, qui sont le maillon faible de tout ça, et on voit ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, effectivement, rien ne garantit, encore une fois, le renversement du régime, dans l'immédiat. Et donc, encore une fois, il n'y a pas encore de défection. Alors, les troupes, envoyer des troupes sur le sol iranien, ça veut dire 1 million de soldats. Si vous laissez 3 fois la taille de la France, l'Iran, 90 millions d'habitants, donc c'est pas facile. Déjà pour l'Irak, souvenons-nous, il y avait environ 250 000 au moins, en général, vous me corrigerez, soldats américains sur le sol irakien. Sur l'Iran, il faut envoyer 3 fois plus. Donc, tout ça, c'est des hypothèses. Et je pense qu'il le dit pour faire peur aux dirigeants iraniens. C'est pas sérieux, personne ne va prendre ça. Et aux États-Unis, déjà, vous savez, il y a eu un sondage hier qui montrait que la majorité écrasante des Américains sont contre cette guerre contre l'Iran. Donc, non, je pense que tout ça, c'est des menaces. Et les gardiens, pour l'instant, les gardiens de la Révolution et les Bassiges, etc., pour le moment, ils sont là et ils tiennent, ils se cramponnent au pouvoir, ils ont tout à perdre si ce régime bascule, si ce régime tombe. Donc forcément, ils ont intérêt à ce que ce régime reste. On parlait des Iraniens. Les Israéliens, est-ce qu'on sait le ressenti de la population israélienne après ces 3 jours d'opération? Je crois qu'il y a toujours un soutien de la plupart des Israéliens à cette opération, parce que ça fait tellement d'années qu'Israël vit avec cette menace qui est une triple menace. C'est non seulement la menace nucléaire, mais aussi la menace des missiles balistiques, parce qu'on a vu après la guerre des 12 jours la capacité du régime justement à reproduire les missiles qui étaient perdus, peut-être pas au même rythme, mais quand même, la technologie est là. Et donc, il y a la menace nucléaire. Les Iraniens, pour l'instant, Téhéran n'est pas d'accord du tout à laisser tomber. Parlons pas d'enrichissement zéro.
ils ne sont pas d'accord de laisser tomber leur programme de missiles balistiques et ils ne sont pas d'accord d'arrêter à soutenir, à financer et à entraîner des groupes terroristes à travers le monde. Israël a la frontière avec Hezbollah, avec Hamas, avec l'Islamic Jihad, avec des milices en Syrie. Et les Israéliens et les communautés juives à travers le monde étaient visés plus qu'une fois aussi par des proxies de l'Iran. Et pour l'instant, le régime à Téhéran n'est pas du tout d'accord à renoncer à cela. Donc, il y a un soutien quand même au sein de la société israélienne à cette opération. Mais il faut dire, bien sûr, on n'est même pas 3 jours. Le bilan est terrible, hein, même en Israël. Les bilans humains. 11 morts depuis samedi. Oui, 11 ou 12, ça dépend comment on compte. Je vais juste dire que ce soutien, on le voit aussi au niveau politique. Parce que la plupart des partis d'opposition, ils ont dit, déjà, il y a longtemps, ça ne date pas de... On a entendu Yair Lapid sur notre antenne tout à l'heure. Voilà, sur cette antenne, aussi même jeudi. Donc, avant cette opération, il était à la Knesset et il a dit de façon très claire, il a appelé justement Benjamin Netanyahu, il a dit, allez-y, il faut le faire, il faut attaquer l'Iran. Il a dit plus que ça, il a appelé Netanyahu de frapper les sites pétroliers, parce qu'il a dit sans ça, on ne va jamais gagner. Et c'est même plus loin que pour l'instant que les Américains ils ont fait. Donc il y a un soutien politique, il y a un soutien de la société israélienne. Ça ne veut dire pas que les Israéliens n'ont pas peur, ça ne veut dire pas que les Israéliens ne souffrent pas de cette opération. On se souvient aussi, la guerre des 12 jours était aussi assez terrible pour les deux côtés. Et c'est justement l'une des grandes questions, quelles sont les capacités de défense de l'Iran? On l'a vu justement pendant la guerre de 12 jours, elles sont relativement faible. Pour le régime iranien, refuser de négocier, c'est courir à sa perte dans le contexte qu'on connaît? Le régime iranien, il est certes affaibli. Hein, il faut bien voir que la campagne militaire que nous voyons aujourd'hui, moi je considère qu'elle a commencé il y a déjà plusieurs mois. Hein, lorsque les forces aériennes iraniennes en réponse aux attaques iraniennes, ont détruit une grande partie des défenses aériennes iraniennes. Ils ont ouvert le ciel, en fait. Hein, et ça a donné suite, ça a permis ensuite le raid des bombardiers américains. Et on est que sans qu'on sache vraiment les résultats, finalement, de ces bombardements sur le programme nucléaire. Ils ont créé beaucoup de dommages, mais manifestement, ils n'ont pas complètement détruit le programme nucléaire, puisque c'est un des arguments pour Trump pour y retourner. Et puis, il y a toujours ces 400 kilos d'uranium enrichi qui se baladent un peu partout dans la nature. Bien évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est que ces frappes continuent. Et en fait, le régime iranien, aujourd'hui, il gère ses ressources. Il avait quand même, avant les attaques, une capacité à construire une centaine de missiles par mois, hein, depuis la fin des dernières frappes. Et donc, il avait un peu reconstitué ses stocks, qui étaient estimés, je pense, autour d'1 millier de ces missiles. Et aujourd'hui, il les tire tout azimut, finalement, de façon assez sporadique. C'est pas des salves très saturantes comme on avait vu il y a quelques mois. Là, en revanche, il cherche à cibler toutes les implantations américaines dans la région. Et ce faisant, il implique les États du Golfe et les pays arabes dans ce conflit, et y compris les pays européens avec les Britanniques à Chypre. Vous voulez réagir à Zedekian? Non, c'est ça. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en manque déjà de missiles, et raison pour laquelle ils ciblent par exemple, justement, comment ça s'appelle, les Américains dans la région. Ils veulent provoquer aussi, bien évidemment, la mort d'un nombre important de soldats américains afin de dissuader Trump, ou est-ce qu'il y a une volonté délibérée de régionaliser le conflit? Et je pense que c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'en régionalisant le conflit, s'il y a d'autres pays aussi qui rentrent dans ce conflit, on ne sait pas quand ça s'arrête. Ce n'est pas dans 4 semaines ou 5 semaines. Donc, parce qu'il y a d'autres acteurs qui, pour l'instant, ne sont pas en guerre, qui sont susceptibles de l'être dans les semaines à venir, comme par exemple les groupes chiites irakiens pro-iraniens qui, pour l'instant, n'ont rien fait, la Russie de Yémen, il y en a d'autres. Hein. L'Iran qui a ciblé donc la plupart des monarchies du Golfe, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Koweït, Oman. L'Iran qui dit dans le même temps n'avoir aucune hostilité envers les pays qui l'a touché. Oui, je pense on peut interpréter ça de deux façons. D'un côté, on peut
mettre sur la table cette hypothèse comme si voilà, c'est les lions blessés qui se jettent sur tous les côtés, qui tirent là où ils peuvent. Dernier baroud d'honneur. C'est une sorte de panique qui s'installe chez les régimes décapités. Quel est l'effet recherché? Et là, on s'est dit peut-être, on ne sait pas tout à fait qui a la main sur la manette. Hein. C'est un signe de panique, de désorganisation. Et chacun essaie de faire peut-être de dissension au sein du régime. Voilà, ça c'est une théorie. L'autre théorie est que non, il y a quelque chose de très organisé justement pour mettre la pression sur les États-Unis parce que tous ces pays-là, ils ont des relations très étroites avec l'administration Trump et c'est peut-être que ces pays-là, les riches pays du Golfe, les Saoudiens, les Qataris, les Émirats, qui peuvent avoir assez à un certain moment, disent mais non, c'est pas la peine, les Américains arrêtez ces trucs parce que c'est nous qui payons à la fin. Donc, pour l'instant, je pense que c'est très difficile à dire où est-ce qu'on est, dans quelle situation. Est-ce que c'est la panique totale? Et les ça avait été annoncé par le chef de la diplomatie iranienne. Ou est-ce qu'il y a vraiment, voilà, ou est-ce qu'il y a vraiment une idée derrière pour essayer de presser, de mettre la pression sur les Américains pour qu'ils arrêtent les frappes? En fait, je pense que les Iraniens avaient la volonté de créer une séparation entre les États du Golfe et les Américains en imposant un coût économique aux États du Golfe. Et finalement, ils se sont trompés et ils ont créé une plus grande cohésion entre les États qui ont été attaqués, hein, même si on a attaqué des implantations américaines sur leur sol, mais pas uniquement. Il y a quand même des immeubles ou des hôtels qui ont été touchés, des cibles civiles qui ont été touchées dans les capitales. Et ce faisant, ils vont à l'encontre de leur propre intérêt, c'est-à-dire de n'avoir qu'un ou deux adversaires. Ils en ont maintenant 8, voire plus. Stratégie contre-productive, donc. Ah, c'est ça, absolument. Mais en fait, comme vous l'avez dit, le ministre iranien des Affaires étrangères, en réponse à une question, a dit parce que la chaîne de commandement a été rompue. Et donc, ceux qui sont à la commande de ces missiles ou de ces drones, eh bien, ont commis des erreurs. On va leur demander de ne plus le faire. Mais c'est surtout à propos de Oman, parce qu'Oman, c'est vraiment un pays qui, n'oublions pas, était intermédiaire entre les États-Unis et l'Iran lors des récentes négociations aussi. Donc là, visiblement, c'était une erreur. Mais il n'a pas dit qu'attaquer l'Arabie Saoudite ou les Émirats était une erreur. Hein. Il a dit juste Oman. Voilà, donc il est en train aussi, encore une fois, moi je pense que c'est délibéré. Il s'agit d'embraser l'ensemble de la région autant que possible parce que la stratégie, c'est la stratégie de terre brûlée pour le régime. Cette guerre, elle est... Oui, allez-y. Non, je voulais dire juste que cette régionalisation du conflit me paraît présentée comme ça, si vous le voulez, prenez surtout pas mal à Zadeh, mais me paraît un petit peu théorique, si vous voulez, un petit peu désincarné. J'abonderai plutôt dans le sens de ce que vient de dire le général, c'est-à-dire que ils ont maintenant une coalition de pays plus importante contre eux, et si le conflit était régionalisé, on ne voit pas vraiment de quelle manière l'Iran pourrait y gagner. Parce que vous parlez des menaces chiites irakiennes, on voit le Hezbollah, etc. Mais enfin, c'est quand même des menaces asymétriques, sous-stratégiques, qui ne sont pas du tout au niveau de ce qui est en train de se passer sur le terrain quand même. Donc la balance sera de toute façon toujours extrêmement déséquilibrée. Donc la volonté de régionaliser le conflit, je n'y crois pas trop, en tout cas comme une stratégie véritablement assumée. Moi, je constate quand même, depuis maintenant après la vie l'année dernière et puis même avant, qu'il y a une succession d'erreurs stratégiques absolument considérables au plus haut niveau de cet État, qui semble à la fois aveugler, dénier ce qui s'est passé en juin 2025, c'est-à-dire un échec total. Moi, j'ai parlé avec des responsables iraniens l'été dernier et qui m'ont dit, mais finalement, en juin dernier, nous avons presque gagné. J'ai dit, attendez, messieurs, vous redescendez sur Terre, sur quelle planète êtes-vous ? Vous n'avez absolument pas gagné, vous avez tout perdu. Mais vous avez en face de vous véritablement des gens qui pensent qu'ils sont arrivés à tenir tête à Israël. Et c'est ce décalage entre la réalité et la perception qui est intéressant. Et ce décalage entre la réalité et une espèce de fantasme incroyable, très idéologisé, qui explique aujourd'hui la situation dans laquelle ils sont, qui est une accumulation d'erreurs stratégiques majeures. Et cette guerre, elle est déjà régionale. On apprend aujourd'hui que l'armée de l'air qatarienne a abattu 2 avions iraniens. La guerre est absolument régionale, sans aucun doute. Et jusqu'où, c'est la question ?
Ces pays du Golfe, ils sont prêts à intervenir. De toute façon, militairement. les pays du Golfe, ils considèrent qu'ils ont été attaqués. Et je pense qu'ils sont en train de préparer une réponse. Parce qu'ils se trouvent en état de légitime défense. Donc, avec l'armada américaine en soutien. Éventuellement, oui. Oui. Et d'ailleurs, c'est une des questions. Les États-Unis ont des accords de défense avec la plupart de ces pays. Donc, dans quelle mesure ils vont mettre en marche ces accords de défense? Mais ce qui est sûr, c'est que les Iraniens se retrouvent avec un front très large. Et les monarchies qui ont été attaquées sur leur sol se trouvent en position de légitime défense et vont vouloir répondre pour démontrer à leur population, finalement, qu'elle mène les actions nécessaires pour faire respecter leur souveraineté. Absolument, mais c'est un État contre les autres. Oui. C'est ça, oui. Dans cette configuration-là, on se demande bien comment le régime iranien peut sortir par le haut de cette crise. Par le haut, non. Écoutez, moi, à mon avis, le régime islamique d'Iran se sait condamné. Ça dépend du temps, combien de semaines. C'est condamné depuis la mort de l'ayatollah ? Non, pas du tout. Même avant, depuis toutes ces révoltes, tous ces mouvements sociaux, ça n'a pas arrêté. C'est un régime qui est très affaibli à l'intérieur, vous le savez, très délégitimé. Maintenant, en plus de ces frappes, c'est un régime qui ne se donne pas énormément d'années pour rester encore des années au pouvoir. La question est le timing et le tempo, pas que ce régime va rester au pouvoir. À mon avis, ils se savent, les dirigeants iraniens, pour ceux qui sont encore en vie, se savent condamnés. Et donc, raison pour laquelle je parle de cette stratégie de terre brûlée. Si on n'est plus au pouvoir, ils veulent même pas que le pays reste réellement, ils veulent détruire le pays en même temps. Ils sont en train de faire ces actions, sont des actions suicidaires pour un État d'envoyer des missiles sur des monarchies arabes du Golfe Persique qui n'avaient rien demandé. Et tout ça, on n'arrive pas. Et puis, c'est pas des erreurs. On peut dire sur Oman, c'était des erreurs. Parce qu'ils se vantent aussi d'avoir touché Aramco, par exemple, etc. C'est comme disait Benjamin, parce que ils disent, regardez, nous, on a des missiles qui peuvent toucher telle et telle cible. C'est très... général, juste, c'est plutôt, idéologique qu'autre chose. Voilà. Néanmoins, je pense qu'en ce moment, il y a des négociations qui continuent. Et une des façons de survivre pour ceux qui restent du régime serait, et je sais que c'est étudié, serait de créer une scission entre le religieux et le reste. Et les tenants du régime qui sont encore en place, pour préserver leur accès à la richesse du pays, seraient complètement capables de se séparer de Khamenei, qui d'ailleurs est mort. Et donc et ça leur permettrait finalement de trouver peut-être un accord avec Trump, qui n'est pas du tout intéressé par un régime démocratique en Iran. Il veut juste des personnes avec qui il puisse avoir un accord sur le nucléaire et sur le balistique. Et si en plus ce régime était assez malin pour s'engager à ne plus menacer l'existence d'Israël, il pourrait survivre sans être démocratique. Oui, mais enfin, ça, pourquoi alors ils attaquent les pays de la région? Ça, ils auraient pu le faire avant ou... moi, je ne vois pas le lien entre éventuellement cette volonté-là que vous expliquez. Et de toute façon, vous savez, ce sont surtout les gardiens de la Révolution qui étaient à la commande, et ce depuis longtemps. C'est pas réellement Khamenei, le guide, qui décidait de tout. Et aujourd'hui, il y a Larijani qui a les mêmes prérogatives que Khamenei. C'est quelqu'un qui a une assise importante au sein du régime aujourd'hui. Parce que c'est Khamenei qui, avant les frappes, avant la guerre, lui a conféré ses pouvoirs. Il a dit, si jamais je venais d'être tué, c'est lui qui sera à la commande. Et il se trouve qu'il n'est pas enturbané, comme vous le savez. Et pourtant, il a refusé de discuter avec Trump, parce que Trump a dit, il me semblerait que les Iraniens veulent me parler. Il a dit, non, on ne veut pas vous parler. Donc, en fait... c'est pas très clair ce qui se passe, ni de côté de Trump, ni de côté des Iraniens. Pour les Israéliens, c'est quoi le scénario idéal en Iran dans les prochains mois ? C'est un changement de régime. C'est le scénario idéal. Qu'Israël arrive avec les Américains à décapiter le plus possible des gardiens de la révolution et de tout ce qui reste du régime, et laissant justement les conditions les plus favorables possibles pour que les peuples se révoltent sans être tués, comme c'était tout à l'heure, parce que ça, c'était affreux. On ne peut pas se permettre qu'il y aura encore ces bains de sang, mais qu'ils arrivent
à la fin, d'avoir ce qui pour nous est tout simple, naturel, être libre, parler librement, vivre librement, avoir toutes les sanctions enlevées pour qu'ils puissent travailler comme tout le monde. Benjamin de Couverture. Notez également une chose s'agissant d'Israël, c'est que ça fait maintenant plus de 20 ans que tous les responsables israéliens, politiques, civils, militaires, stratèges ou autres, disent d'une manière assez sereine, l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Et ce qui se passe aujourd'hui... Depuis le début des années 90, si je me souviens bien. Oui, enfin surtout après, disons surtout après 2003. Voilà, c'est ça. Disons surtout après 2003, quoi. Et à partir du moment où la crise commence, et puis les crises se multiplient, donc depuis 22-23 ans. Et ils le disent assez sereinement. C'est-à-dire que, ils se moquent relativement des tentatives multilatérales de négociation qui ont eu lieu depuis 20 ans, n'y croient pas du tout, parce qu'ils ne croient pas du tout à la fiabilité de l'interlocuteur iranien. Ils s'en défient de manière systématique, historique, générique. Et puis, ils disent, de toute façon, nous sommes là. Quand le seuil de tolérance sera arrivé, où il ne peut pas être dépassé, nous agirons. Ils l'ont fait en juin, ils l'ont fait à nouveau là, et ils continueront de le faire. Ça veut dire que le seuil de tolérance nucléaire israélien n'a absolument pas baissé, et il n'a jamais baissé. Parce qu'on a pensé il y a quelques années qu'il pouvait éventuellement baisser un petit peu et qu'il serait capable d'accepter un certain nombre de choses. Ce n'est pas le cas. Et on apprend à le 7 octobre. Après le 7 octobre, Israël ne peut plus rien accepter qu'il y aura une menace quelconque sur son existence. Mais la menace nucléaire, il ne l'avait pas acceptée avant. Le seuil de tolérance n'a jamais baissé. L'idée qu'on ne peut plus avoir ces régimes... Absolument. Ça date du 7 octobre, certainement. Et on apprend à l'instant que, concernant une offensive terrestre au Liban, l'armée israélienne dit « toutes les options sont sur la table ». Affaire à suivre donc dans les prochaines heures et les prochains jours. Quand c'est intéressant, ça passe toujours trop vite. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec nous sur France 24, édition spéciale qui continue sur notre antenne.